Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne va pas parler cette fois-ci d'un deck en particulier, mais bel et bien d'un des aspects les plus importants du jeu, le deck building. Bien sûr, vous pouvez acheter des préconstruits et les jouer comme ça. Ça vous priverait de l'un des aspects les plus intéressants du jeu. Souvent, je conseille d'acheter deux préconstruits pour pouvoir déjà commencer son initiation, on va dire, au deck building. Vous allez voir, c'est très important et surtout très intéressant. On va commencer tout de suite. Déjà, il vous faut un objectif de jeu, on va dire. Choisissez déjà un clan qui va où vos vampires vont regrouper plusieurs disciplines, comme les ventrus par exemple, ou tout simplement axer votre deck sur pas un clan en particulier, mais plutôt une discipline en particulier. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que les vampires du même clan, même si ça aide, parce qu'il y a des cartes de maître de clan, et forcément ça vous permet de jouer les cartes de maître de clan de manière plus efficace, puisque vous pourrez facilement cibler plus de vampires, mais vous pouvez aussi très bien choisir d'axer votre deck sur une seule discipline. Par exemple, les ventrus et les toréadors que j'ai présentés là ont par exemple présence en commun, ce qui peut amener, voilà, présence, on sait très bien que c'est une discipline qui permet de faire des majestés, des cartes fin de combat en défense, en combat, et aussi surtout qui aide au vote. Donc voilà, vous pouvez construire un deck vote de cette manière. Donc voilà, essayez d'axer votre deck, de comprendre où vous voulez aller avec votre deck très vite. Il y a surtout un point qu'il vous faut retenir, c'est au-delà de savoir comment votre deck va gagner, essayez de comprendre où votre deck est fort. Ça, c'est très important et ce n'est pas forcément quelque chose d'instinctif. Il faut comprendre que voilà, est-ce que votre deck est extrêmement fort en early game, en mid game ou en late game, en début de jeu, en milieu de partie ou vraiment en fin de jeu. Ce qu'on appelle le début de jeu, c'est tout simplement quand les premiers vampires vont sortir. Alors très souvent, on demande à ce que ces vampires-là, si vous jouez forcément un deck early game, c'est-à-dire qui est très fort en début de partie. Voilà, je vous ai présenté le deck Ministry avec par exemple les sacerdoces. Eux, ils sont très forts en début de partie parce que, ils n'ont pas beaucoup de cartes de permanent, ils en ont vraiment très peu d'utiles. Par exemple, il y a Opium Den qui donne 1 de discrétion à tous les membres, à un membre du sacerdoce, mais forcément, puisque vous n'allez jouer que ça, et ben voilà, c'est plus intéressant de le jouer monoclan, comme on dit. Même si vous pouvez facilement les coupler, comme j'ai dit auparavant, avec des Ravnos, des nouveaux Ravnos qu'on n'a pas encore présentés mais que je vais faire très prochainement, qui eux ont occultation et présence en commun. Donc, et ils sont aussi anarques, ça peut être possible. Mais voilà, vous ne pourrez pas, avec les Ravnos, bénéficier de Opium Den. Donc un deck early game, ils sont très forts en début de jeu parce que les vampires, dès qu'ils sortent, ils pourront faire des actions très souvent agressives, puisque vous voulez gagner très vite en début de jeu. Ça peut être autre chose, ça peut être de l'installation pour plus tard, mais très souvent ça va être des actions de morsure ou de vote qui vont faire perdre de la réserve à votre proie. Voilà, on l'a présenté donc avec Platinum Protocol et Révélation du Serpent. Déjà rien que ça, en peu de cartes, vous allez avoir facilement 3 de morsure à 2 discrétion. Donc ce sont des statistiques démentielles
et qui permet de faire une grosse économie de cartes. Comme vous avez pu aussi le constater, mais il y a Enchanting Gaze qui permet de gagner en plus de la discrétion et de faire ce qu'on appelle des block fade. Donc encore une fois, une carte très puissante qui permet de l'économie de cartes. Grâce à ce module qui est très puissant, déjà en 3 cartes, vous avez quasiment la totalité de votre deck. Vous pouvez évidemment rajouter des cartes un petit peu de permanent, comme je vous ai dit, Opium Den ou Dabbler qui permet de regagner un peu de réserve au fur et à mesure de vos actions, ou de se redresser, ou de gagner un d'interception. Une fois posé, vous allez, ça sera des gains un petit peu tout le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça des cartes permanentes. Mais en vrai, avec ça, déjà, avec ces 3 cartes, plus ou moins en boucle, vous allez pouvoir agresser très vite votre adversaire. Ça veut dire que votre deck sera principalement conçu de telle sorte à ce que tous les tours, vos vampires font ça. Platinum Protocol et Révélation du Serpent, avec bien sûr quelques cartes de discrétion par-ci par-là, avec occultation comme on a vu. Vous pouvez aussi, grâce à ça, préparer des défenses avec des cartes fin de combat, que ce soit en protéisme chez les ministries ou en présence, encore une fois, chez les ministries. Le fait d'amoindrir les proportions d'agression, on va dire, vous permet de combler les trous facilement avec d'autres cartes. Cependant, n'oublions pas que si vous mettez trop de cartes annexes, telles que des cartes de défense de combat comme Majesté ou Forme de Brume, même si Forme de Brume, comme on a déjà vu, ça permet en plus de faire de la discrétion ou des cartes fin de combat, bref. Voilà, si vous commencez à remplir votre deck de plein de cartes, comme des cartes maîtres qui peuvent être utiles, mais voilà, si vous en accumulez trop, et des cartes de défense comme fin de soirée difficile, vous risquez au bout d'un moment, pourrir votre main, parce que mine de rien, l'un des principaux défauts des decks Blitz Stealth, c'est tout simplement la gestion de discrétion. Même si dans ce deck là, justement l'un de ses gros avantages, c'est qu'il n'y a pas de problème de discrétion. Mais si vous en mettez trop, par exemple, des cartes très fortes comme mission de repérage, ou tout simplement englouti par la nuit, si vous en mettez trop, vous n'allez plus avoir suffisamment de cartes de morsure au bout d'un moment en main, et vous allez ce qu'on appelle enjammer, c'est-à-dire que votre main, les gens verront que votre main est faible et ils n'auront plus réellement peur de vous. Et ils ne vous bloqueront évidemment plus parce que vous ne pourrez pas cycler vos cartes de discrétion, parce que la règle est évidemment on ne peut pas cycler une carte de discrétion si on n'en a pas besoin. Donc voilà pour les decks un petit peu early game, comme on a dit. Ça nécessite en gros une boucle bien rodée, très rapide, avec peu de gestion à côté. Vous pouvez toujours rajouter quelques cartes par-ci par-là, mais ça ne doit vraiment pas faire le cœur de votre deck. Il doit en avoir que quelques-unes par rapport aux proportions de votre deck. Maintenant, si vous voulez un deck un peu plus, ce qu'on appelle mid-game, c'est-à-dire vous allez vouloir sortir votre premier vampire, et très souvent, votre premier vampire ne va pas faire d'action très offensive. Voilà. Par exemple, le deck qu'on a aussi présenté, le deck de Stanislava, est un deck un petit peu mid-game. Je vais pas dire late game, mais voilà, c'est plutôt un deck mid-game parce que les premières actions de Stanislava, ça va être à base de
diriger les indécis pour pouvoir voilà, influencer plus vite, sortir un autre vampire, voire un troisième, et ensuite pouvoir partir faire des votes, notamment voilà, bannissement et tout le tralala. C'est un deck mid-game parce qu'il y a quand même des cartes de permanent, comme on a vu, des cartes de maître qui donnent de la discrétion. Voilà, un monastère de l'ombre par exemple, ou voie détournée, des cartes de maître qui vous donnent de la discrétion constante. Donc à la fin, si vous avez les deux par exemple en jeu, un vote sera quasiment toujours à 3 de stealth si vous le désirez. C'est sans jouer de cartes, voilà, c'est dur à bloquer. Il y en a, mais ce n'est pas le cœur du jeu parce que même si voilà, vous êtes un peu lent au début, parce qu'il faut d'abord sortir un vampire à 11 qui est assez lourd et influencer pour sortir d'autres vampires, vous avez une puissance offensive telle que vous pouvez rattraper, on va dire, le temps perdu. C'est voilà, c'est très fort. Comme vous avez pu le constater si vous avez testé ce deck. C'est un deck un petit peu mid-game parce que, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mine de rien, le deck Stanislava souffre de manque de récupération de sang. Donc à la toute fin, étant donné que vos cartes coûtent du sang, et ben vous êtes quand même très très affaibli. Vous allez avoir besoin de cartes un petit peu comme voilà les permanents que je vous en ai donné, mais il n'y en a pas tant que ça. Voilà, l'avantage des decks un petit peu mid-game, c'est que bien vous êtes quand même assez bon un petit peu tout le temps. Vous pouvez quand même gérer le early game puisque voilà, vous avez des moyens de vous défendre. Avec Stanislava, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en effet un vampire à 11 ça peut être compliqué, mais bon, redirection de morsure avec des voies, vous êtes quand même bon là-dessus. Contrairement aux decks early game qui eux ont un plan de jeu en général très simple et très rapide, qui tourne très vite, vous allez avoir besoin de quelques cartes clés. Voilà, si vous jouez vote, vous allez avoir besoin de voilà, par exemple de reine du pouvoir ou des cartes vraiment assez moteurs pour vous aider un petit peu à gagner, comme les bannissements qu'on a vu en défense ou autres. Alors là on parle de deck vote, Stanislava ne peut pas le faire, mais voilà, il y a par exemple envoûtement des électeurs quand on joue présence et vote et présence. Là ça permet vraiment facilement de tenir en mid-game, c'est-à-dire que de regagner de la réserve, de regagner du sang sur vos vampires. Voilà, il y a des moyens de résister quand on joue ce genre de deck. Donc voilà, vous êtes plutôt stable, vous avez vos chances en early game, vous avez vos chances en late game. Votre plan de jeu, c'est évidemment de tuer votre proie et souvent d'en faire le plus possible. Contrairement au deck un petit peu late game que on va expliquer un petit peu plus tard. Alors les decks late game, ça va être un petit peu souvent les decks un petit peu wall. Là je vais prendre un petit peu comme exemple les Tsimissé qu'on avait vu aussi dans une autre vidéo, les Tsimissé du Saba, pas les Anarques. Vous allez voir, il y a beaucoup de cartes de permanents qui permettent vraiment de faire de la value. C'est le principe du deck late game. Power Bars de Montréal qui donne 1 d'influence tous les tours, ça peut vous faire gagner 1 de réserve, voire même tous les tours si jamais vous voulez récupérer ce point de sang. Voilà, un rack, 2 points de sang, évidemment c'est volable. Moi j'aime bien Power Base Madrid là-dedans, ce qui donne, ça peut donner des voix sur
sur certains votes, et ce de manière permanente. Voilà, un Guardian Angel, ça prévient à tous les combats, ça fait de la value, et évidemment les moteurs de kill, Smiling Jack, l'anarchiste, qui attritionne toute la table au bout d'un moment. Voilà, comme vous le savez peut-être déjà, mais je vais le répéter, les decks wall, les decks extrêmement wall, eh bien ils veulent qu'il y ait moins de monde à la table, parce que qui dit moins de monde dit moins de joueurs, je vais dire, moins de joueurs à la table, parce que qui dit moins de joueurs à la table dit forcément moins de personnes à gérer. Ils seront très très forts, voilà, hein, comme vous le devinez, en fin de partie grâce à toutes ces cartes qui permettent de faire de la valeur. Voilà, hein, bien sûr, si jamais vous arrivez à vous équiper de Kevlar ou d'un bol de convergence, ça donne de l'interception de manière permanente. Corbeau espion aussi, de l'interception permanente qui peut contrer les cartes de stealth permanente qu'on avait vu par exemple avec Stanislava. Voilà, ça, vous pouvez facilement contrer ça. En plus de, voilà, hein, là je prends l'exemple des Timicé, mais en général on aime bien. Il y avait aussi avant Goratrix qui permettait de voler 2, qui avait une frappe permanente tout le temps sur le vampire. Là, Lady Vadislava, elle peut mettre des aggravés de manière permanente sans aucune carte. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'économie de cartes en main. Par exemple, avec ce genre de deck, vous essayez de chercher toujours les cartes qu'il vous faut, parce que vous n'avez pas besoin d'autre chose en fait. Plus vous avez de permanents, moins vous avez besoin de cartes en main. Et c'est ça le principe des decks, qu'on va dire late game, qui sont en effet très souvent des decks wall. Donc voilà un petit peu pour les 3 grands axes que je vous conseille d'essayer de saisir très très vite dans vos decks. Early game, mid game ou late game. C'est un classique hein, chez les jeux de cartes. Donc choisissez bien là où vous voulez aller et là où surtout votre deck est le plus fort. Très souvent, voilà, vous pouvez plus facilement jouer des decks early game et les amener un petit peu plus vers le mid game en mettant un peu plus de permanent, en temporisant un peu plus, en jouant plus de gouverner les indécis et peut-être influencer un peu plus. Par exemple, tout à l'heure je parlais des ministries, du sacerdoce plutôt. Par exemple, voilà, il y a un vampire qui s'appelle Nonudis, un très bon vampire, qui a un pouvoir de gagner du sang à chaque fois qu'on joue une carte de maître, donc très très bien. Un pouvoir passif qui redonne du sang, c'est toujours agréable, et qui a aussi un bonus de plus 1 de morsure de base. Donc avec lui, on peut économiser un peu des cartes. Même chose, vous pouvez très bien jouer Enchanter la Descendance avec, plutôt que jouer Platinum Protocol. Enfin, jouer évidemment Platinum Protocol, mais vous pouvez toujours distiller un petit peu de Enchanter la Descendance pour gagner un petit peu dans le mid-game et gagner par exemple de la réserve, etc., etc. Ce sont des possibilités. Moi là-dessus, voilà, vous faites votre propre avis. En faire trop, un deck early game qui est fait pour tuer très vite, vous voulez pas l'amener dans le mid-game. Même chose pour les decks mid-game. Est-ce que vous voulez jouer mid-game ou late game? Là, ça sera vraiment à vous de voir. Par exemple, avec Stanislava, vous pouvez très bien aller chercher des cartes comme voilà, un mainmise politique ou l'autre carte qui est ancienne influence, qui donne de la réserve à tout le monde, qui permet voilà, d'être encore plus stable, de sortir d'autres vampires pour être encore plus fort en late game. C'est vraiment à vous de voir. Mais évidemment, hein, ne pensez pas qu'un deck early game pourra être très fort en late game. Vous ne pouvez pas faire ce grand saut. Même chose pour Stanislava. Hein. En early game, elle sera un petit peu pourrite. Le deuxième conseil que je peux vous donner une fois que vous ayez
choisis un petit peu voilà, votre clan ou vos disciplines, ou les deux en même temps, le moment où votre deck sera fort, donc si vous voulez plus de cartes de permanent ou moins de cartes de permanent, c'est évidemment la taille de votre deck. Comme beaucoup de jeux de cartes, il vaut mieux un deck avec peu de cartes dans sa bibliothèque, parce que vous avez plus facilement de chances de piocher les cartes que vous désirez. Si par exemple, voilà, hein, comme on a vu tout à l'heure, vous jouez des bannissements et des reines du pouvoir avec Stanislava, vous voulez avoir très souvent ces cartes-là. Même chose pour diriger des indécis. Même si vous pouvez en jouer autant que vous voulez, hein, vous pouvez jouer 30 diriger les indécis, autant en jouer moins et réduire la taille de votre deck. Comme ça vous pouvez plus facilement avoir les cartes comme Reine du Pouvoir ou par exemple Voix détournée, qui sont des cartes de permanent uniques plus souvent. Voilà un petit peu pour tout ça. Je vois souvent des personnes jouer beaucoup de fois, en effet, vous voyez la carte que vous voulez bien. Donc imaginez que vous jouez beaucoup de diriger les indécis et beaucoup de bannissements. Imaginons que vous en jouez 14 diriger les indécis et 6 bannissements. Vous pouvez facilement, et que toutes vos cartes sont un petit peu dans ces ordres-là, vous pouvez facilement diviser par 2 en fait. Si vous vous rendez compte que vous pouvez diviser par 2 toutes vos cartes, faites-le. Clairement faites-le, sauf évidemment pour les cartes uniques. Les cartes uniques justement resteront uniques et tout ça. Évidemment, ça c'est une évidence, mais ça va dépendre. Alors là, je vais arriver sur un point un peu technique. Ça va dépendre évidemment de votre expérience de jeu. Rien ne vaudra votre propre expérience. Vous allez devoir tester votre deck avec ses proportions. Savoir si vous avez par exemple chez les Banu Hakim trop ou pas assez de seconde tradition. Est-ce que vous allez pouvoir les cycler facilement? Par exemple, je prends l'exemple du combat des Banu Hakim. Vous allez faire souvent Appétit de Marduk, Under of Marduk. Manœuvrer ou pas, ça va dépendre. Et ensuite voler 2 avec probablement un autre vol de 2 ou tout simplement un Blur ou un Quickness. Vous pouvez rajouter des Regomotum et tout ça. Déjà rien que ça, imaginez que ce combat-là, ça vous donne, donc vous allez avoir besoin de une seconde tradition et de 5 cartes de combat. Allez, 5 cartes de combat peut-être. Donc ça veut dire que votre main parfaite pour bloquer une action, c'est déjà 6 cartes. Donc à voir. Vous pouvez évidemment troquer votre seconde tradition pour une marque du chasseur. Mais voilà, c'est quoi qu'il arrive, que ce soit en bloc ou en rush, vous allez devoir avoir une main de 6 cartes. Donc voilà. Et si jamais la seconde tradition ne bloque pas, vous ne pouvez pas cycler ces cartes. Donc vous avez une main de 7 cartes. Vous avez préparé vos 6 cartes. Si votre seconde tradition échoue, il est peu probable que vous ayez une autre seconde tradition en main. Et que là, du coup, vous êtes quasiment gratuit. Voilà pour un petit peu cet aspect du jeu. Testez votre jeu et testez surtout les proportions. Si jamais il vous manque des secondes traditions ou autres, voilà. Et c'est aussi pour ça que je n'arrête pas de répéter, mais un combat, essayez d'avoir le combat le plus light possible. C'est-à-dire, n'essayez pas tout le temps de manœuvrer, par exemple avec Appétit de Marduk. Ça vous pourrit un peu la main, même si parfois vous voulez un peu cycler ou autre. Voilà. Parfois, juste ça, ça suffit. Vol 2, c'est très fort. Ou manœuvre, vol 2, puis revol 2. En 3 cartes, ça fait
bien, on va dire, le café. Mais voilà, comme je dis, c'est à vous de tester les proportions. Si vous arrivez facilement à tout bloquer avec Seconde Tradition, alors là, faites-vous plaisir avec le combat. N'oubliez pas que, voilà, avec Rétribution, la carte des Banu Hakim, vous pouvez cycler vos cartes de combat pour gagner des bonus de morsure, etc., etc. Bref, à vous de voir et à vous de tester. Deuxième chose en termes de deck building, une fois que vous avez testé, surtout essayez de voir à quel moment vous allez cycler vos cartes. Vous allez jouer beaucoup de cartes. Donc là, j'ai proposé le Banu Hakim, un deck combat, mais il y a aussi le deck Bruja. Bruja qui joue donc soit un rush avec Line Brawl ou soit une résistance organisée. Line Brawl qui est bataille rangée en français, excusez-moi. Voilà, donc là vous allez encore une fois jouer une carte, par exemple une carte de rush. Chez les Bruja, vous aimez bien panneau arraché. Le combat classique, je parle du combat classique. Combat classique à base bien sûr de panneau arraché. Manœuvrer pour revenir à close, enfin au corps à corps ou pas bien sûr si l'autre ne l'a pas fait. Et bien sûr prise immortelle et avec une autre poursuite, une frappe additionnelle, une autre frappe additionnelle et surtout une gorgée de vitaille. Voilà, ça encore une fois c'est un combat classique avec puissance et célérité qui met facilement 3 à 6 à 9 de dégâts à votre cible, tout en regagnant du sang. C'est excessivement fort, mais ça coûte évidemment beaucoup de cartes, comme vous l'avez vu. Vous avez besoin d'un rush et de 1, 2, 3, 4, 5 cartes en plus. Donc voilà, encore une fois, une main à 6 cartes, c'est énorme pour faire un rush effectif. Et ça me fait venir sur le point suivant, c'est-à-dire que quand vous jouez beaucoup de cartes comme ça, comme les Banu Hakim et comme par exemple les Bruja, et réduisez au maximum vos cartes 1 d'action, 2 aussi de défense, et surtout vos cartes de maître. C'est surtout ça qu'il faut réduire au maximum. Imaginez que vous avez un ratio de 20 cartes de maître pour environ 80 cartes. 20 cartes de maître pour 80 cartes, ça veut dire que vous allez quasiment piocher une carte de maître toutes les 4 cartes. Imaginez après 2 combats, vous allez avoir une main de 3 cartes de maître que vous allez pouvoir cycler qu'une fois par tour. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça va pourrir littéralement votre main et vous n'allez plus pouvoir combattre efficacement. C'est très important, réduisez au maximum vos cartes de maître, même si les cartes de maître parfois sont très fortes, etc., réduisez-les au maximum, et c'est pour ça qu'évidemment Rêve du Sphinx est une carte exceptionnelle, parce qu'une carte de maître qui permet de facilement gérer votre main, c'est top. C'est top. Bien sûr, vous allez pouvoir dire oui, mais je joue beaucoup de cartes triviales, je peux en jouer 2 en un tour, mais pendant ce temps-là, surtout avec les Banu Hakim, vous allez bloquer une action, vous allez jouer plein de cartes, vous allez vous retrouver avec 3 cartes de maître, pour le prochain combat, j'ai plus que 4 cartes en main, effectives. Je vais jouer ma seconde tradition avec 4 cartes en main, donc voilà, vous allez avoir seconde tradition, elle est dans le meilleur des cas appétit de Marduk, et ces 2 cartes, vraiment dans le meilleur des cas, c'est... voilà. Bien sûr, vous allez pouvoir recycler au maximum, mais
ça fait partie, voilà, ça rajoute de l'aléatoire un petit peu, quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Mais aussi, c'est pour ça que je vous dis que tester votre deck, c'est très très important. Vraiment savoir si vous allez piocher facilement une autre seconde tradition pendant que vous cyclez votre combat, ou que vous allez cycler facilement autre chose. Les cartes que vous voulez pendant que vous cyclez le combat, c'est très intéressant. Pour en revenir au Brouja, et bien par exemple, à la place de tout le module combat bien énervé de puissance et célérité, vous pouvez facilement réduire tout ça à un module combat beaucoup moins, je vais pas dire beaucoup moins efficace, mais un peu moins efficace, surtout contre les cartes fin de combat et tout ça, mais tout simplement avec Dust Up et Disarm, qui permet de faire des additionnels et des dodges avec additionnels, des esquives avec des frappes additionnelles. Et pendant ce temps que vous avez esquivé votre coup, vous allez pouvoir désarmer, puisque vous avez fait plus de dégâts que votre adversaire, puisque lui il aura fait 0 et vous allez faire 1. Voilà, c'est un autre style de combat, beaucoup moins agressif, beaucoup moins efficace, mais au moins ça donne la possibilité d'être suffisamment craint en combat pour qu'on ne vous bloque pas et qu'on ne croit pas que vous êtes complètement gratuit, et aussi de pouvoir remplir votre deck d'autres cartes. Donc vous pouvez beaucoup plus facilement mettre des résistances organisées, des cartes d'action avec à la Line Brawl, des cartes de morsure à la Show of Force, enfin bref, vous allez pouvoir remplir votre deck d'autres choses, puisque vous avez énormément réduit le module combat. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour le deck building, que ce soit en termes de proportions. Maintenant, je vais vous parler d'un autre aspect du jeu et forcément du deck building, c'est que en termes de défense, il vous faut absolument défendre, on va dire, 3 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quasiment impossible de tout jouer en même temps. Mais si jamais vous arrivez à facilement en pallier deux de ces 3 grands aspects, et ben vous avez un deck défensif très fort. Les 3 aspects, c'est tout simplement le vote, les morsures et le combat. Si jamais on ne peut difficilement venir vous mordre, si vous bloquez les appels au vote et que vous êtes très fort en combat, et qu'on ne vient pas vous chercher des noises, bah clairement vous avez un deck extrêmement stable. Comme je vous l'ai dit, c'est très rare d'avoir de pouvoir gérer ces trois aspects, à part on va dire quelques vampires au hasard, qui peut facilement gérer ces 3 aspects. Mais en général, essayez d'en gérer plutôt 2. Par exemple, si vous jouez vous-même Stanislava, vous allez avoir accès à de la redirection, et vous serez aussi très fort en redirection de morsure. Vous avez accès à domination. Donc vous allez pouvoir contrer les votes avec vos propres votes et rediriger les morsures. En revanche, à cause de prise immortelle, vous serez évidemment plutôt faible contre les combats, parce que votre seul combat c'est Majesté, c'est pas Majesté, mais c'est les cartes fin de combat en protéisme, forme de brume, prise de l'immortel, ça contre forme de brume, donc vous serez quand même relativement faible en combat. En revanche, vous êtes plutôt fort, comme on a vu, avec les deux autres penchants. Même chose pour les Banu Hakim. Ils seront très forts en combat grâce à leur appétit de Marduk et à leurs multiples poursuites. Ils auront aussi des grands
puisqu'ils ont beaucoup de voix, mine de rien, ils ont beaucoup de princes, voire des justicaires. Ils ont pas mal de voix, donc ils peuvent peser en termes de vote. En revanche, en termes de redirection de morsure, ils ne redirigent tout simplement pas les morsures. Ils ont accès à seconde tradition qui leur permet de se défendre quand même. C'est pour ça que ça en fait un deck quand même très complet. Mais ils sont plutôt faibles en redirection de morsure. Voilà, essayez de voir où vos clans et vos disciplines vous mènent lors de ces 3 aspects de défense. Mais voilà, retenez bien ça en tête lorsque vous faites du deck building. Est-ce que vous êtes très fort en défense de vote? Est-ce que vous êtes très fort en défense de morsure? Ou est-ce que vous êtes très faible contre les combattants? Et surtout, comment contrer ça? Il y a quelques cartes qui permettent, un peu universelles, qui permettent de se défendre, on va dire, contre ces 3 aspects si vous êtes très mauvais, justement pour contrer ces aspects. Par exemple, si vous ne votez pas du tout, il y a évidemment manœuvres dilatoires, delaying tactics, qui permettent facilement pas de contrer des voteurs, parce que le type qui joue le vote va le remonter en main et va pouvoir le jouer un autre tour, mais ça vous permet de vous donner suffisamment de tempo pour réagir. Même chose contre, par exemple contre Prise Immortelle. Même si vous avez des cartes comme Forme de Brume, et ben ça le contre. Et ben il y a un contre à ce contre qui est facilement Direct Intervention. Direct Intervention, ça peut annuler une Prise Immortelle qui vous permettrait de jouer Forme de Brume. L'astuce avec ça, c'est que normalement pendant un combat, on peut jouer autant de cartes qu'on veut, sauf Prise Immortelle qui est bien spécifiée, vous ne pouvez en jouer qu'un seul par round. Donc c'est pour ça que, voilà, mais de manière générale, en vrai, Direct Intervention est une des cartes qui permet de gérer le plus de choses alors que vous êtes très faible dedans. Et pour contrer les morsures, désolé de vous dire, mais il n'y a pas grand chose en fait. Si vous n'avez pas de redirection de morsure, ni la capacité de bloquer facilement les morsures, vous allez passer vraiment un sale quart d'heure. Le meilleur de vos plans, c'est de regagner facilement de la réserve avec vos votes, mais bon voilà, si vous ne votez pas, si vous ne bloquez pas, si vous ne combattez pas, on va se demander que fait votre deck, quoi. Interrogez-vous sur que fait votre deck. Bref, voilà, hein, c'est pas pour rien que c'est une des mécaniques les plus puissantes du jeu, les morsures en discrétion. Voilà, de temps en temps, voilà, vous pouvez rajouter, essayer de chercher dans les disciplines, même si voilà, on va faire plus tard une vidéo qui va parler des différentes disciplines. Il y a quelques cartes comme Obédience qui peut se trouver en domination, par exemple, qui rentre bien avec Stanislava, qui peut mettre fin à des combats, alors qui met fin au combat avant même qu'il ne commence. Donc c'est vraiment très fort. À vous de voir si vous voulez absolument, rajouter ces cartes pour pallier aux problèmes de vos défenses, quitte à alourdir votre main et à ce qu'elles ne vous servent à rien si vous n'en avez pas besoin, tout simplement. Direct Intervention, ça sert quasiment tout le temps, mais faites attention, c'est une carte de maître out of turn, donc ça peut vous bloquer le fait de jouer des cartes de maître, et ça peut aussi évidemment du coup fatalement vous pourrir la main. Donc voilà, en conclusion, n'hésitez pas à mettre votre main à la pâte sur tout ce qui est deck building. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez essayer de comprendre comment construire un deck de manière efficace et
et optimisé, plus vous allez essayer de comprendre comment les joueurs jouent et qu'est-ce qu'ils attendent. Si jamais vous voyez un combattant bourrer des cartes de combat dans le vide qui ne sert à rien, par exemple, le Banu Hakim, pour revenir dessus, il joue plein d'appétit de Marduk à la suite parce que c'est possible durant un combat, même si ça ne sert pas à grand chose. Et ben sachez que mine de rien, ça veut peut-être dire quelque chose. Il recherche quelque chose. Il est peut-être soit à court de seconde tradition, soit il est très faible en manœuvre. Si jamais vous êtes un combattant qui veut tenter de lui faire une prise immortelle, voilà. Il y a des indications comme ça qui peuvent fuiter une fois que vous aurez acquis de l'expérience. Même chose pour le deck Bleed Stealth. Si jamais un membre du sacerdoce arrive et fait un bleed, alors pas lui parce que lui il fait une morsure pour 2, mais lui il arrive et il fait une morsure pour 1, et ben ça veut dire qu'il est très très faible en fait en cartes d'action. Il a probablement beaucoup de cartes d'action modifieurs ou de discrétion, mais voilà. Et là, dans ce cas de figure, vous ne voulez pas qu'il cycle ces cartes de discrétion, donc vous allez devoir encaisser, à contre-cœur forcément, mais encaisser ces fameuses morsures pour 1, pour que sa main soit très mauvaise. On n'a pas parlé évidemment de plein de cartes qui peuvent vous aider et qui sont en général très bien, comme Cœur de Nisketus qui peut vous aider à gérer votre main. Mais principalement, retenez bien ça en tête, le deck building c'est tout simplement faciliter votre main et fluidifier votre main. N'oubliez pas que rien ne vaudra l'expérience de jeu, donc n'hésitez pas vraiment à essayer de comprendre comment votre deck tourne. Et si vous cyclez facilement, si vous avez trop de cartes maîtres, si vous sentez que si vous sentez que votre main bloque parfois, et ben c'est qu'il y a un problème. En gros. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il est fort probable que je revienne dessus parce que il y a quand même énormément de choses à dire là-dessus. En attendant, je pense que ma prochaine vidéo va parler probablement des disciplines ou des clans, voire les deux, de voir un petit peu quelles sont les disciplines les plus courantes et essayer d'analyser les cartes et comment contrer ou comment optimiser si vous jouez ces disciplines. Et voilà, j'espère que mine de rien la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt et bien sûr abonnez-vous.